Le 17 octobre 1961 à Paris, entre mobilisation nationale et répression coloniale. Comprendre le 17 octobre 1961 nécessite de dépasser la seule mémoire du massacre d'État longtemps nié par les autorités françaises, et reconnu tardivement et partiellement par François Hollande en 2012, sans que les responsabilités ne soient clairement désignées. Pour les Algériens et Algériennes mobilisés ce jour-là, cette date ne se limite pas à une répression d'une ampleur inédite dans l'Europe de l'Ouest de l'après-guerre. Elle incarne avant tout une mobilisation populaire exceptionnelle, une démonstration symbolique de la volonté nationale algérienne au cœur même de la capitale coloniale. Des dizaines de milliers d'Algériens installés en France ont ainsi participé activement à l'édification d'un futur État indépendant sous l'égide du FLN. Le FLN avait lancé un appel à une riposte en 3 temps. Une grève des commerçants. Une bravade collective du couvre-feu imposée de manière discriminatoire par le préfet Maurice Papon. Et des manifestations pacifiques de femmes et d'enfants dans les jours suivants. Seule la soirée du 17 octobre donnera lieu à une mobilisation massive et réprimée avec une violence extrême. Si plusieurs dizaines d'Algériens furent tués dans la nuit, les estimations portent à environ une centaine de victimes sur l'ensemble des mois de septembre et octobre 1961. Dès la matinée du 17 octobre, la réquisition du parc des expositions montre que la préfecture de police n'envisageait pas une simple opération de maintien de l'ordre. Elle se préparait en réalité à une rafle de grande ampleur visant à neutraliser toute visibilité algérienne dans l'espace public parisien. Plus de 12 000 personnes furent arrêtées en quelques heures, transportées dans des cars de police et des bus réquisitionnés vers différents lieux d'internement, l'ancien hôpital Beaujon, Vincennes, le stade Coubertin, la cour de la préfecture de police et surtout le parc des expositions. Cette opération s'inscrivait dans une logique de radicalisation des politiques répressives envers les Algériens, dans un contexte où la lutte du FLN était assimilée à une menace terroriste et où des forces auxiliaires, notamment la FPA, composée en grande partie de harkis, furent mobilisées. Les autorités confièrent aux unités les plus brutales, comme la FPA, le soin de filtrer les entrées dans Paris. Armés de pistolets mitrailleurs et peu formés au maintien de l'ordre, ces auxiliaires furent encouragés, implicitement et explicitement, à employer la force létale. Dès les premières confrontations, notamment au pont de Neuilly, des tirs mortels furent dirigés contre une foule désarmée. Le lendemain, aucune enquête sérieuse ne fut engagée et les forces de l'ordre reçurent de nouvelles munitions, permettant la poursuite des violences. Cette stratégie s'éloigne radicalement des normes policières de maintien de l'ordre. Elle s'inscrit dans une logique de guerre coloniale transposée au cœur de la métropole. Les consignes officielles intervenir avec fermeté et sans brutalité, relevaient d'un pur affichage rhétorique, sans correspondance avec la réalité du terrain. Le 17 octobre 1961 se distingue des précédents épisodes de violence policière à Paris, 1934, 1937, 1953, par son caractère massif, coordonné et racialement ciblé. Cette répression évoque davantage les méthodes coloniales employées à Alger en décembre 1960. Maurice Papon, fort de son expérience dans l'administration coloniale en Algérie, adapta ces techniques au contexte parisien. Il se préparait depuis plusieurs mois à affronter ce qu'il qualifiait d'« émeutes subversives » et était prêt à utiliser une force létale sans précédent. La brutalité policière s'est exprimée sous des formes diverses. Tirs à balles réelles. Passage à tabac massif à coups de matraque, bidule. Noyade dans la Seine. Asphyxie dans des lieux d'internement saturés. Plus de 330 Algériens furent hospitalisés selon des chiffres officiels largement sous-estimés. Aucun policier ne fut sérieusement blessé. La répression s'étendit sur plusieurs heures et dans différents quartiers de Paris, Opéra, Grand Boulevard, Quartier Latin, Pont de Neuilly, mais aussi dans les villes de la banlieue ouest comme Nanterre, Asnières ou Besançon. Cette répression ne peut être attribuée à des agents isolés. Plus de 1650 policiers furent mobilisés, sans compter les auxiliaires, CRS et gendarmes mobiles. Les violences furent collectives, systématiques et souvent encouragées par la hiérarchie. Des civils aux pompiers, machinistes de la RATP, passants participèrent parfois activement à la traque des Algériens. Ce caractère collectif et racialisé rapproche ces violences des pogroms, terme utilisé dès 1961 par l'historien Pierre Vidal-Naquet. Pour les militants et militantes du FLN, cette journée fut aussi vécue comme un acte de fierté nationale. Ils furent les premiers à défier pacifiquement une puissance coloniale sur son propre sol. De nombreux témoignages montrent la détermination des participants à poursuivre la lutte pour l'indépendance malgré la répression. La manifestation et sa répression eurent un écho considérable dans la presse internationale, notamment aux États-Unis et en Europe. Le New York Times publia plusieurs articles en une, évoquant une « bataille rangée entre la police et les manifestants musulmans ». Malgré la censure,
La presse parisienne exprima rapidement des doutes sur la version officielle, contribuant à exposer la réalité des événements à l'étranger. Le 17 octobre 1961 ne fut pas seulement une tragédie humaine, mais également un moment charnière dans l'histoire de la lutte anticoloniale. À travers cette mobilisation pacifique, les Algériens de France ont affirmé leur rôle dans le combat pour l'indépendance. Face à eux, l'État français a répondu par une répression d'une brutalité coloniale inédite en métropole, longtemps occultée par un mensonge d'État. Aujourd'hui encore, cet événement demeure une clé essentielle pour comprendre les relations franco-algériennes et les mémoires partagées de la colonisation.